bonsoir. Bonsoir à tous et merci de votre présence à ce deuxième rendez-vous en ce mardi de la première édition de la semaine de l'entente pour tous qui annonce l'ouverture vers le siècle de l'entente. Je vais animer avec Fabien à qui je vais donner la parole tout à l'heure, mais avant dis-moi Jérémy, tout se passe bien en régie? On peut y aller. Super, tout se passe bien en régie, donc je vais animer la soirée avec Fabien qui va aussi vous saluer et vous annoncer, peut-être aussi avant de passer la parole à Annie, vous annoncer un petit contenu de notre soirée. Bonjour Jean-Louis, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de participer à cette deuxième journée de l'entente. Je remercie Annie de l'organisation de cette soirée. Donc le chat est ouvert, je ne sais pas si on l'a dit, le chat est ouvert, vous pouvez poser vos questions et interagir sur le chat. Merci. Et c'est parti, Annie, la parole est à toi. Merci Jean-Louis de me laisser la parole. Donc d'abord pour vous saluer, vous remercier d'être encore une fois présent ou d'arriver aujourd'hui pour cette thématique qui va être donc animée par Jean-Louis et Fabien. Nous avons vu hier avec Jean-Louis et Henri, nous avons parlé du paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Donc il était assez logique qu'aujourd'hui on puisse discuter de l'intérêt de ce paradigme dans l'entreprise, dans les organisations professionnelles d'une façon générale, de parler du dialogue social et de voir les dispositifs qui sont proposés par les médiateurs professionnels et qui vont dans le sens de l'amélioration du dialogue social dans l'entreprise et du mieux vivre ensemble. Donc ça va être la thématique d'aujourd'hui. Demain, mercredi, c'est Agnès Tavel et moi-même qui allons animer ce webinaire qui, à mon avis, va être quand même très intéressant puisqu'on va plonger au cœur de la profession de médiateur. Jeudi, avec Jérôme Messin-Guéral et Jean-Bruno Chantraine, il sera question de la profession de médiateur au service des ententes. Donc, on va parler de la médiation de la consommation, de la médiation conventionnelle, de la médiation judiciaire. On verra aussi quels sont les projets qui sont dans la tuyauterie actuellement et qui sont portés par les médiateurs professionnels. Et vendredi, avec Walter Gilpin et Jean-Louis Lascou, on va parler de l'apprentissage, de la qualité relationnelle, de l'ingénierie relationnelle, de tous ces dispositifs et de toute cette instrumentation qui vise à faire vivre le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire et je vous retrouve tout à l'heure. Jean-Louis et Fabien, c'est à vous. Merci Annie. Alors effectivement, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'entente sociale et en particulier l'entente sociale en entreprise. Donc on va parler d'ingénierie relationnelle, on va parler de management contributif, on va parler d'apprentissage de la qualité relationnelle au travail, de motivation, du dialogue social évidemment aussi, et surtout de la mise en place de la médiation en interne dans les entreprises, c'est-à-dire le dispositif de médiation professionnelle internalisé, le DPI. Alors, bien sûr, Fabien, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait l'objectif de cette soirée, parce que l'outil méthodologique qui permet de renforcer la qualité relationnelle au sein des organisations, donc qu'il y ait également la possibilité d'avoir un outil de repérage pour les salariés de façon à pouvoir revenir sur les ententes quand celles-ci se sont dégradées. Donc, il y a aussi une recherche par rapport à la motivation, parce que tout est imbriqué. Quand les gens s'entendent bien, eh bien, ils sont plus motivés pour participer au projet de l'entreprise. Donc, on va voir ce que c'est que la motivation. On va en parler. On va aborder le fait que parfois, on aborde le sujet en se disant, tiens, on va chercher comment motiver les gens. Mais peut-être que la première des choses, on l'a vu, ça, Fabien, déjà ensemble, que la première des choses, c'est déjà ne pas démotiver les gens. Et ça fait partie des outils de l'ingénierie relationnelle qui permettent de renforcer les ententes. Donc, c'est vraiment cette recherche. Et pour bien comprendre notre sujet, je vous rappellerai quand même une structure qui est de savoir comment est faite une entreprise. Il y a ce qui fait l'entreprise,
l'organisation, les statuts de l'entreprise, il y a ce que fait l'entreprise, sa production, hein, ses services, et puis ceux qui font l'entreprise. Et il se trouve que nous, on s'intéresse plus particulièrement à l'humain, c'est-à-dire à ceux qui font l'entreprise, parce que c'est ce qui conditionne en fait le développement du projet et sa pérennité. Alors oui, en effet, Jean-Louis, notre thématique, c'est la qualité des relations en entreprise, et on ne peut pas parler de qualité des relations en entreprise sans parler du dialogue social. Et donc, on va vous présenter maintenant une capsule, une petite vidéo de la façon dont les médias professionnels voient le dialogue social, avec une petite histoire du dialogue social, avec Jesús Rubio, Aïcha Sangaré, et puis Elisabeth Sarato. Et oui, bien sûr que trois professionnels, trois médiateurs professionnels, Jesús avec un passé important en tant qu'acteur du dialogue social dans une très grosse entreprise, Elisabeth également, qui par ailleurs est inspectrice du travail, et Aïcha Sangaré, qui a été présidente du premier observatoire du dialogue social en Gironde. Donc, trois personnes qui peuvent vous dire ce dont il s'agit quand il parle de dialogue social et puis de son histoire, qui est quand même une histoire importante pour la vie de l'entreprise et envisager donc la conduite du projet de l'entreprise avec l'implication des salariés dans la vie de l'entreprise. Le dialogue social, il est transcrit dans le Code du travail parce que c'est issu d'une longue histoire de revendications et du mouvement syndical français. Il y a eu 36 avec l'arrivée du contrat de travail qui n'existait pas, des conventions collectives qui protègent tout le monde. Et on bascule avec les ordonnances Macron en 2017. Ce n'est plus la convention collective d'une branche qui encadre, c'est l'accord d'entreprise qui non seulement se supplée à l'accord de branche et voire sur des dispositions qui seraient moins favorables, et qui va même intervenir sur le contrat de travail du salarié, qui ne pourra plus dire « oui, mais moi, quand j'ai signé, c'était pour ça », et dire « ah oui, mais l'accord d'entreprise maintenant a changé, etc. etc. » Bon, voilà. Tout cela bouge. Le 13e mois, par exemple, tout à fait modifiable au niveau de l'entreprise, même si au niveau de la branche, il est convenu du 13e mois, etc. Donc, on voit qu'il y a une évolution, c'est qu'à la fois, le côté positif des ordonnances Macron, ça a été de descendre le niveau de négociation au plus près de l'entreprise. Néanmoins, l'entreprise, elle est quand même pas si organisée et si éduquée que ça au dialogue social. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est venue l'idée de l'entente sociale sur un concept beaucoup plus large de celui du dialogue social. Et donc, par rapport à ça, nous, on a créé au sein de l'EPMN un département qui parle des relations dans l'entreprise, et on a défini quelque chose qui s'appelle les interlocuteurs sociaux, parce que ça fait référence à rien, et chacun peut s'y reconnaître. Et donc, les interlocuteurs sociaux à l'heure actuelle, c'est d'un côté l'employeur, les DRH. D'un autre côté, il y a les organisations syndicales qui représentent les salariés ou les salariés directement. Et puis, il y a aussi, en termes d'interlocuteurs sociaux, l'État. C'est le ministère du Travail, c'est les inspecteurs du travail, c'est le médecin du travail, c'est la CARSAT, c'est tous ceux qui ont en charge de faire appliquer ce qui existe ou qui sont des exécuteurs de ce qui existe dans le Code du travail. Et donc, quand on intervient et qu'on parle de qualité relationnelle dans l'entreprise, on a à la fois beaucoup de choses à dire à ces trois interlocuteurs sociaux, qu'est l'employeur, que sont les salariés directement ou via leurs représentants, et le médecin du travail, les commissions santé et sécurité, etc., etc. Jesús, tu peux peut-être intervenir sur la déclinaison de ces interlocuteurs sociaux au niveau de l'entreprise en matière de qualité relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'entente sociale au niveau des discussions, des négociations qui existent entre les interlocuteurs sociaux? Ces fameux interlocuteurs, en fait, le propre de ces interlocuteurs sociaux, c'est qu'ils ne s'entendent jamais, en fait, hein. Voilà, ils sont toujours en désaccord. Donc, dès qu'on parle de la retraite, les uns veulent faire la retraite, les autres ne veulent pas, parce que ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas le bon contenu. Mais les autres passent, les politiques passent en force, ou bien ils ne parviennent pas à passer parce qu'il y a quelque chose qui les en empêche, comme ce qui s'est passé par exemple là sur la pandémie. Ou bien, même au sein même des organisations, ils sont
tous les gens, toutes les personnes, tous les représentants ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir, on sait bien, des organisations représentatives des salariés qui pensent d'une manière, des organisations syndicales représentatives des salariés qui pensent d'une autre, et entre elles, certaines vont prôner telle position, alors que d'autres vont prôner une position, en fait, significativement inverse, quoi, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'entente, dans cette espèce d'immense machin où, en apparence, tout le monde manifeste, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde dit le contraire de tout le monde, etc., etc. Alors, ça nous amène à examiner l'entente d'un point de vue qui est un peu particulier. Parce que, en fait, ce qui se produit entre ces différents interlocuteurs sociaux, c'est bien quelque chose qui s'appelle de la négociation. Chacun est libre et en fait, nous, on dirait légitime à présenter son point de vue, à présenter sa manière de concevoir les choses. Ce dont parlent les interlocuteurs sociaux, c'est la société d'aujourd'hui et la société de demain, la manière dont elle est organisée, au nom des groupes que chacun représente. Alors évidemment, du point de vue des projets que chacun de ces groupes porte et promeut, en termes de représentativité, il y a des désaccords qui n'en finissent pas de perdurer. Alors, à quel moment la médiation professionnelle peut-elle intervenir en termes de médiation professionnelle dans le cadre de cette interlocution sociale? Et à quel moment le conflit apparaît-il? Parce que le conflit, au sens où nous l'entendons nous, le conflit interpersonnel existe en permanence dans le dialogue social, comme il existe partout en fait. Eh bien, ça va être le moment où, à partir de cette discussion de société, vont apparaître des conflits interpersonnels qui vont, eux, être fondés sur une authentique émotion, sur un authentique débordement émotionnel, et qui va tendre à remplacer l'interlocution sociale, le débat d'idées, par des actes qui sont des actes de débordement, des actes de colère, des actes de haine, des actes de vengeance, des actes portés par des regrets, de la rancune, de la rancœur. Et on va effectivement trouver des quantités de situations comme celle-là. Et là, les médiateurs que nous sommes peuvent être complètement sollicités pour intervenir aux côtés des interlocuteurs sociaux, qu'ils soient représentants de l'État, qu'ils soient des corps constitués, qu'ils soient les représentants du patronat, qu'ils soient très spécifiquement, évidemment, les représentants des salariés. Nous allons avoir notre place pour accompagner ces personnes dans un apaisement interpersonnel qui peut produire une entente, et cette entente débouchant sur une négociation qui, elle, peut-être, en tant que telle, ne nous regarde pas spécifiquement, parce que c'est une entente qui va voir se confronter de manière très saine, très enrichissante, utile pour tout le monde, eh bien, des projets de société. Donc c'est là que nous allons nous trouver notre place, et d'ailleurs, c'est aussi là que nous rencontrons des difficultés. Parce qu'il y a des projets de société qui nous sollicitent beaucoup, c'est les projets de société qui sont grosso modo portés par des instances qui ont du pouvoir économique, et qui sont les employeurs, parfois l'État, mais moins souvent. Et puis il y a des interlocuteurs sociaux qui, eux, ne nous sollicitent jamais, parce qu'ils sont sur une position défensive du point de vue de l'entente interpersonnelle et sociale, parce qu'ils pensent que peut-être nous pourrions invalider leur action, ou les représenter, ou les remplacer. Et ce sont notamment, je pense notamment aux organisations syndicales de salariés, qui restent extrêmement méfiantes et extrêmement distantes par rapport à notre intervention, parce qu'ils confondent leur action et la nôtre. Effectivement, on s'aperçoit que la problématique qui existe à l'heure actuelle, c'est comment les gens interagissent les uns avec les autres. Il y a tout ce volet qu'offre la qualité relationnelle en prévention, en accompagnement et en résolution. Et ça, c'est l'ouverture créée par quelque chose, parce que c'est du changement. Donc, les organisations syndicales vont dire c'est une perte de droit. Oui, mais nous, on leur dit, mais nous, ça, on ne va pas vous remplacer. On n'est pas là pour vous remplacer. Nous, on est là pour vous aider à ce que vous soyez beaucoup plus efficace dans ce que vous faites, dans votre rôle, que vous soyez plus efficace. Que vous soyez plus efficace, monsieur l'employeur, dans votre rôle de président de cette instance, que vous compreniez bien tout le monde, les enjeux, et on va vous accompagner pour que vous puissiez vous entendre. Parce qu'à l'heure actuelle, le problème, c'est de s'entendre. C'est même pas de négocier. Le problème, c'est de s'entendre. C'est cette dimension, cette plus-value-là, c'est nous, on n'est pas là. Ni pour remplacer les juristes, c'est pas pour remplacer les DRH, c'est pas pour remplacer les employeurs, c'est pas pour remplacer les organisations syndicales. Nous, on va vous apporter un outil et un angle de vision un petit peu différent
qui va pouvoir vous aider à aller vers ce que tout le monde veut, c'est l'entente sociale. Pour reprendre les propos d'Elisabeth Sarato et Jésus Robio, il est important aussi de voir que le dialogue social est une préoccupation permanente des organisations syndicales et donc il a été mis en place depuis l'année 2018 par les instances institutionnelles d'observatoires. Donc, ces observatoires sont des instances départementales mises en place par le ministère du Travail sous l'autorité de la direction du travail, et sont composés des organisations syndicales et patronales. Nous sommes 13 membres, j'en fais partie, 13 membres qui ont pour objectif de travailler sur l'amélioration du dialogue social au travers de l'accompagnement des entreprises de moins de 50 salariés. Moi-même, j'ai été présidente de l'Observatoire de Gironde, et pour cela, j'ai pu apporter mon expérience en tant que spécialiste de la médiation professionnelle de la qualité relationnelle. Il était intéressant de voir comment, au travers d'une instance qui a été mise en place par les institutions et sur un sujet qui habituellement est traité de manière tout à fait juridique, parce que le dialogue social était perçu de cette manière, j'ai pu apporter une nouvelle vision du dialogue social qui a permis, au bout de quelques années, d'avoir une instance qui travaille en cohésion. À savoir que nous avons été amenés à commencer à intervenir un peu plus sur des questions liées aux relations humaines dans l'entreprise, plutôt que de traiter que des aspects juridiques. Aujourd'hui, donc, après une présidence et une vice-présidence, donc j'ai transmis mon mandat à une autre organisation, mais tout de même, je suis toujours membre de l'Observatoire d'appui au dialogue social et je continue à apporter mon expertise, puisque la médiation professionnelle, qui est notre discipline qui relève de l'innovation sociale, a aussi, au travers justement de notre département dialogue social, tous les outils et les instruments pour accompagner au changement les organisations syndicales qui sont le cœur aujourd'hui de la transformation des entreprises. Ce que nous leur transmettons justement, c'est le paradigme de l'entente aux organisations syndicales, puisqu'en fait, elles ont en tout cas des outils, des méthodes pour pouvoir, je dirais, travailler sur tous les sujets qui concernent la défense des salariés. Et aujourd'hui, en fait, elles ont besoin aussi d'avoir un certain nombre d'outils qui leur permettent d'interagir avec les salariés en termes de projets. Voilà ce que je peux apporter aujourd'hui à l'Observatoire, un nouveau paradigme qui répond complètement, d'ailleurs dans le cadre de ce plan de relance qui est souvent évoqué, avoir les outils qui soient en phase aujourd'hui avec l'évolution sociétale. Merci Jésus, merci Elisabeth, merci Aïcha de votre participation et de votre contribution, puisqu'on va parler quand même aussi de dynamique contributive tout à l'heure. Donc, merci. Le dialogue social, vous avez bien compris que c'est un élément essentiel qui a été longtemps vu sous un angle juridique et que nous avons repris en disant que le dialogue social, c'est d'abord, il y a dialogue dans cette approche, dans ce concept. C'est-à-dire que pour le législateur, ça a été une organisation réglementaire des thématiques du dialogue. Et nous, on a dit, mais non, attends, il manque quelque chose quand même d'essentiel. Vous l'avez entendu avec la parole de Jésus, les préoccupations d'Elisabeth et ce que Aïcha a bien mis en évidence dans sa contribution pour le travail dans l'Observatoire où elle a été présidente, hein, que maintenant elle continue d'être participante. Donc c'est toujours cette préoccupation de savoir comment les gens peuvent s'entendre pour bien conduire un projet d'entreprise. Donc quand on parle d'entente, eh bien, on parle de l'implication, on parle de la reconnaissance des personnes et on parle bien sûr de ce qui va faire que les personnes vont avoir envie de rester dans le monde de l'entreprise, dans ces entreprises dont on parle. Parce que vous avez vu que parfois dans les entreprises, bien, ça chahute beaucoup. Vous avez probablement dans cette situation, dans ces années, dans ces mois qui viennent de s'écouler, eh bien, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont compris ce que c'était que d'être chahuté dans la vie d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont subi quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont fermé. Et ça a eu des conséquences. Et on voit bien que
il y a des entreprises qui ont pu rebondir aussi parce que le dialogue a été présent, mais parfois même le dialogue n'a pas suffi. Et quoi qu'il en soit, c'est très important que dans la vie d'une entreprise, eh bien, le dialogue soit là parce que ça favorise évidemment la motivation des personnes pour y participer. Et dans cette perspective-là, Fabien va nous dire combien en fait il est important d'avoir une autre forme de management, et c'est ce que la médiation professionnelle apporte avec cette technicité, son ingénierie relationnelle. Elle apporte une autre conception du management. Hein, Fabien ? Merci Jean-Louis. Oui, alors en effet, quand on parle de dialogue social, avant tout, il faut se rappeler aussi qu'il y a un projet d'entreprise derrière. Et que pour animer ce projet d'entreprise, il faut effectivement développer de la qualité dans les relations entre les personnes. Et les acteurs qui sont au cœur de la qualité des relations, c'est avant tout les managers, les dirigeants et les managers. Alors, on va parler effectivement de management contributif. Donc, c'est une conception du management qui a été développée par les médiateurs professionnels qui prend en compte la manière de communiquer, la qualité de la communication qu'un manager doit savoir mettre en place, mais qui prend aussi en compte des réflexions sur la façon dont les décisions sont prises, sur les processus décisionnels, sur la concertation, la qualité de la concertation, et puis aussi sur l'implication des personnes dans les projets, sur la clarté dans la direction que l'entreprise prend, donne à son projet, et sur la capacité des managers à être porteurs de ce projet d'entreprise, à le communiquer à leurs collaborateurs et à embarquer leurs collaborateurs dans ce projet d'entreprise. Et oui, on va voir combien le contributif n'est pas du tout la même chose que le collaboratif, parce que dans le contributif, il y a une liberté de contribuer, et tandis que dans la conception collaborative, on l'a vu, il y a une hiérarchie qui est toujours présente, et dans le contributif, eh bien, il y a une égalité dans les relations, il y a une reconnaissance de la compétence et de l'apport de chacun dans le projet de l'entreprise. C'est ce que vous allez voir avec les vidéos qui vont arriver, notamment celle de Sébastien Lallemand, qui va parler d'une expérience qu'il conduit depuis plusieurs années, avec l'idée du management contributif. Il appelle ça le management par l'entente, et vous allez voir que vous allez pouvoir en prendre de la graine. Regardez ce que Sébastien va vous raconter. Eh bien, je suis médiateur depuis 2012. J'étais avant cela dans des fonctions d'accompagnement de réseaux de professionnels ou d'établissements sur des thématiques comme la qualité, notamment dans les établissements de santé, par exemple. Et donc, je me suis beaucoup interrogé sur la communication interpersonnelle. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire dans une dynamique, dans une recherche d'améliorer la conduite des projets en entreprise. Je me présente chez un ami qui a un syndic de copropriété en voulant développer mon activité de médiateur. Je lui propose d'explorer avec lui s'il peut être prescripteur et si ça peut apporter à l'entreprise que j'intervienne pour son compte ou pour le compte de ses clients en tant que médiateur. Et lui me dit qu'il vient de perdre un gros client alors qu'il a démarré son activité il y a 2 ans. Ça lui coûte à peu près un demi-équivalent temps plein, la perte de ce client, alors qu'ils sont très peu de salariés. À l'analyse de la situation avec eux, avec le récit qu'on fait ensemble de la situation et l'analyse qu'ils en dégagent sous l'angle de l'ingénierie relationnelle, il me dit qu'en fait, je devrais lui proposer un plan de formation parce qu'il gère à peu près, un gestionnaire de copropriété reçoit à peu près 80 sollicitations par jour, toujours de nature conflictuelle, et qu'il faudrait intégrer cette compétence dans l'entreprise parce qu'à la lecture, il aurait pu vraiment ne pas perdre ce client. C'est ce qu'il comprend. Donc, je lui propose un plan de formation et puis il me dit finalement, on aimerait t'embaucher. Je suis embauché comme gestionnaire de copropriété et l'idée, c'est de voir si avec ma compétence de médiateur professionnel, je peux améliorer la qualité de la relation et la satisfaction des clients directement dans l'exercice de ma profession avec cette compétence. Et si ça marche, en même temps, je forme le reste de l'équipe à la qualité relationnelle. Ça, c'est l'idée de départ. En réalité, je suis resté gestionnaire de copropriété pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, on rencontre un succès sur le portefeuille que j'accompagne, puisqu'il n'y a
quasiment aucune dégradation relationnelle. En tout cas, il n'y a jamais de rupture relationnelle avec le client. Donc, ça veut dire le renouvellement du syndic, c'est chaque année le contrat. Et sur 80 copropriétés, 83 peut-être, il n'y a jamais un départ, ce qui est assez rare dans une activité de syndic. Donc, les indicateurs pour eux sont bons. Et puis, dans un syndic, quand l'appel arrive, peut-être 2 fois sur 6, quand j'ai commencé en 2013, le client raccroche au nez du gestionnaire ou le gestionnaire raccroche au nez du client. Bon, moi, c'est jamais arrivé. Il y a une satisfaction générale, on se fait même applaudir en assemblée générale. Bon, enfin, c'est assez significatif pour quelqu'un qui n'y connaît rien à l'immobilier, ou presque rien, parce que j'ai quand même appris pas mal. Et au bout de 4 ans, constatant ce succès, l'idée, c'est de dire, bon, là, tu ne fais que gestionnaire, tu ne formes pas les autres. Il faudrait que tu le fasses. Et moi, je dis, bon, je voulais être médiateur, je fais mon métier de gestionnaire, c'est génial, mais j'ai envie d'être médiateur et de déployer cette capacité le plus possible. Donc, je quitte l'entreprise en tant que salarié, je crée ma société, ça devient mon premier client et on décide que je devienne un prestataire régulier avec l'idée d'être à peu près à mi-temps dans la structure, dans le temps que j'y passe. Au départ, un peu, alors déjà, on fait une formation au départ et puis après, un peu comme un tuteur. Et là, je prends le temps vraiment d'accompagner les autres salariés dans le cadre de leur activité. Donc, en 2017, je commence à déployer l'ingénierie relationnelle dans l'entreprise. Au départ, quand j'ai commencé en 2017, on a vraiment pris le temps de faire des sessions de formation. Donc, il y a 21 heures de formation qui ont été dispensées en groupe pour transmettre les fondamentaux de la qualité relationnelle. Ensuite, ça a été très difficile parce qu'il y a une grosse surcharge de travail d'organiser des sessions de formation sur des demi-journées ou des journées entières. Et donc là, mon rôle, c'est de faire plutôt de l'accompagnement individuel ou de tout petits groupes avec les nouveaux arrivants. Et ils ont tous en commun quelques fondamentaux. Par exemple, ils savent tous ce qui dégrade une relation. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en interne, on va parler de management par l'entente ou d'animation par l'entente parce que ça guide plus les personnes sur l'effort qu'il faut faire. Et l'effort, le véritable défi, si on veut beaucoup de contributions, si on veut générer un maximum de contributions, ben en fait, il faut maintenir et développer l'entente au maximum. Et c'est là où l'ingénierie relationnelle intervient, c'est que nous, on sait en tant que médiateur formé à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, en tout cas, comment on peut instrumenter, comment on peut outiller, comment on peut aider les personnes à, entre guillemets, fabriquer de l'entente au-delà de leurs aptitudes naturelles qu'elles ont, qui sont innées, qu'on ne perd pas, mais qu'on va renforcer. Déjà en anticipant ce qui dégrade une relation et puis en développant ce qui permet dans les relations de dépasser les difficultés, d'aller plus loin là où l'entente se mettrait en repli. Et dans un management par l'entente, quand la direction incarne la posture, ça va beaucoup plus vite et en même temps, on ne veut pas l'imposer. Donc, on avance au rythme de l'appropriation de chaque personne. Après, on a trouvé un autre moyen d'aller beaucoup plus vite, c'est au recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le recrutement, c'est un incontournable. On n'est pas obligé de chercher des 4, mais si on le fait, c'est à la condition qu'on accepte cette dynamique de management par l'entente et d'efforts mis sur la qualité des relations. Alors, merci Sébastien pour ce partage d'expérience. Alors, c'est vrai que le management contributif, il est promoteur de liberté, mais ce n'est pas tout à fait dans l'idée que les personnes sont totalement libres de faire ce qu'elles veulent dans l'entreprise. C'est plutôt une véritable compétence que les managers doivent développer pour permettre aux personnes de s'inscrire librement dans un projet. C'est d'abord les managers qui sont porteurs de cette liberté des personnes de s'inscrire dans le projet de l'entreprise. C'est clair, Fabien, que l'idée de la liberté, c'est pas quelque chose qui est faire n'importe quoi dans la vie d'entreprise. C'est librement participant à la vie d'une entreprise, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la qualité de l'implication des personnes qui sont libres d'apporter cette contribution, non pas parce qu'elles ont une obligation, mais parce qu'elles sont motivées, elles ont envie de participer à ce projet. C'est cette distinction-là qu'il est important de souligner, et c'est ce que Sébastien a bien montré dans son témoignage, dans cette recherche qu'il a eue de mettre en place la médiation professionnelle avec l'ingénierie relationnelle, de vouloir partager avec l'ensemble des salariés de l'entreprise qu'il a cité,
de partager ces concepts, de partager ces outils. Et il a bien montré aussi que le fait d'être motivé, eh bien, ça crée une relation spécifique avec, à la fois au sein des salariés eux-mêmes, mais avec les clients de l'entreprise. Donc, le management contributif, c'est pas seulement un management qui s'enferme sur l'entreprise elle-même, c'est une ouverture vers l'extérieur. Et c'est ça l'enjeu. En fait, l'enjeu, c'est d'avoir une entreprise communicante qui participe à un projet beaucoup plus global, celui de l'entente sociale, la responsabilité sociétale de l'entreprise. On est au plein cœur de cette thématique et c'est ce qui fait l'intérêt du management contributif. C'est que c'est un management qui prend en compte toutes les dimensions de l'entreprise, à la fois la vie interne, avec toutes ces problématiques de dialogue, de difficultés parfois, d'implication, et puis aussi la vie externe, avec toutes ces interactions, que ce soit dans les relations clients ou les relations fournisseurs. Donc c'est cette préoccupation-là qu'il faut avoir et qui fait que le rôle du médiateur professionnel dans cette vie d'entreprise, c'est à la fois d'être un pédagogue, c'est-à-dire de faire un transfert de compétences, mais aussi quelqu'un qui est un référent qualité relationnelle à tout moment pour l'ensemble des salariés et des interlocuteurs de l'entreprise. Alors, il y a d'autres expériences qui ont été mises en œuvre d'internalisation de la médiation professionnelle dans des entreprises très différentes. Et vous allez voir des exemples en vidéo, notamment de Arnaud Gavilan du Centre hospitalier universitaire de Nîmes, également de Christine Chavenon au Conseil départemental du Puy-de-Dôme, et puis de Brigitte Ecker à l'assistance publique au Pisto de Paris. Donc, ce sont des personnes qui sont médiateurs professionnels et puis qui ont développé depuis plusieurs années, pour certains d'entre eux, qui ont développé la médiation en interne, qui sont devenus les référents pour l'ensemble de l'entreprise concernant les problématiques de qualité relationnelle au travail. CHU de Nîmes, c'est environ 7000 personnels, médicaux, non médicaux, et le groupement hospitalier de territoire regroupe à peu près 12 600 agents. Moi, je suis agent hospitalier depuis mars 2003. J'ai été d'abord agent de sécurité, de prévention et de sécurité, incendie et malveillance. J'ai été représentant des personnels suite à des élections professionnelles de 2011, à temps partiel, puis après à temps plein. Et ça m'a permis d'intégrer des commissions, des groupes de travail sur l'amélioration des conditions de travail en lien avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et j'ai intégré aussi la cellule d'analyse de régulation des conflits interprofessionnels qui a pour mission de répertorier, analyser et mettre en place des actions d'amélioration, de prise en charge pour les professionnels qui rencontreraient des difficultés relationnelles. Il a été décidé de former les membres de cette cellule ainsi que des volontaires à la qualité relationnelle au travail pour avoir des outils de prise en charge et d'accompagnement surtout pour les personnes qui avaient des difficultés relationnelles. Donc c'est le groupe OBCD qui nous avait formés, c'est des médiateurs professionnels. Et à la suite de cette formation, le CHU a décidé de former 2 médiateurs professionnels, un médical et un non médical. Et en tant que non médical, c'est moi qui suis parti en formation à l'EPMN. La motivation, c'est l'accompagnement des agents qui avaient des difficultés parce que les seuls outils qu'on dispense à l'encadrement, aux managers, c'est la gestion du conflit. Et en discutant avec eux, on s'aperçoit que la gestion du conflit ne peut pas être pérenne parce qu'elle est arbitraire. Et l'outil de la médiation professionnelle, c'est vraiment dans la résolution, dans l'altérité, dans l'accueil de l'autre. C'est un outil qui est formidable et qui fonctionne. Le but, en tout cas, de mon poste, c'est au-delà des médiations, parce qu'un médiateur ne fait pas que des médiations, on pratique l'ingénierie relationnelle. Je vais animer des espaces de discussion avec l'appui de l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, ainsi que l'Agence régionale,
épaulé avec un cabinet externe pour la mise en place, puis après c'est moi qui prendrai la main sur des espaces de discussion, c'est des moments d'échange. Et aussi j'œuvre pour la mise en place de formations sur la qualité relationnelle spécifique aux établissements de santé, afin de promouvoir le paradigme de l'entente et d'informer aussi les personnels, de les sensibiliser à ce qui existe dans les établissements de santé, le médiateur en local, des médiateurs extérieurs, avec une convention via médiation, mais aussi des dispositifs régionaux et nationaux. Donc moi je suis en Occitanie, c'est l'instance régionale de médiation d'Occitanie, qui se situe à l'agence régionale de santé. Donc c'est tous ces dispositifs-là, voilà, c'est de les promouvoir, ça existe, c'est des outils qui sont efficaces, efficients, et il ne faut pas hésiter à s'en servir. Le poste, il est créé depuis le 1er janvier 2021. À mon arrivée, il a fallu créer la fiche de poste parce que c'est une création de poste. Donc, il a fallu créer la fiche de poste, il a fallu créer la charte de médiation internalisée. C'est pour ça que je me suis formé à la qualité relationnelle, à la médiation professionnelle, mais je suis consultant aussi dans les dispositifs de médiation professionnelle internalisée. Donc, ça m'a permis de mettre en place tous ces outils-là, créer un article dans un mini-journal qui est distribué avec des fiches de paye, informant sur le dispositif de médiation, ce qu'était la médiation professionnelle, ce qu'elle proposait. J'ai créé aussi un flyer en 3 volets à destination de tous les services, pour les informer, pour les laisser traîner, pour laisser l'information traîner. On a de l'affichage aussi sur le site intranet du CHU. À venir, un article dans le journal Rythme qui est à destination du CHU et de l'extérieur aussi. Donc c'est toute cette communication dessus, et puis c'est la promotion de l'entente et de l'entente sociale. Alors les agents sont libres de venir me rencontrer pour une discussion avec le médiateur. C'est de la clarification. Ils ont du mal à communiquer dans leur service, ou ils ont l'impression que le message ne passe pas. Ils peuvent me contacter, ils me rencontrent librement. C'est un espace sécurisant pour eux, sans jugement. Ça permet de clarifier un petit peu leurs attentes, s'il y a du changement, d'accompagner ce changement de façon assez rationnelle, toujours avec un processus structuré. Après, pour les médiations, ça passe souvent par la cellule d'analyse de régulation des conflits interprofessionnels. Aujourd'hui, j'ai fait 3 médiations qui ont toutes abouti à un accord, et j'ai mené pas loin de 80 entretiens depuis le mois de janvier de qualité relationnelle. J'ai fait des équipes aussi, des interventions en service de sensibilisation qualité relationnelle et d'accompagnement au changement. Puis pour les entreprises, surtout, c'est la marque employeur. D'avoir un dispositif, un DMPI installé dans la société, c'est un facteur favorisant sur l'image de marque de la société, mais surtout sur le fonctionnement de l'entreprise. Ça remet de l'entente, on change de paradigme, on n'est plus sur le contrat, on est sur l'entente, on trouve des accords ensemble qui vont au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer si on était resté sur un paradigme du contrat. Donc c'est une vraie liberté et une dynamique qui est pérenne. L'AP-HP, c'est le plus grand centre universitaire et hospitalier au niveau de l'Île-de-France, bien sûr, mais au niveau aussi européen. C'est 100 000 agents, 47 établissements, avec une activité donc hospitalo-universitaire. C'est un projet qui me tenait à cœur du fait que pendant 8 ans, j'ai été représentante de l'administration auprès des commissions administratives paritaires et notamment les conseils de discipline. Et lorsque je siégeais en conseil de discipline, je m'apercevais que les rapports qui étaient transmis aux membres de l'administration et aux membres des représentants du personnel, il n'y avait pas d'éléments réellement factuels. Et un nombre de fois, j'ai demandé à avoir un surseoir à statuer parce que je ne pouvais pas me positionner sur une éventuelle sanction. J'ai commencé à chercher et je me suis tournée vers donc la médiation. J'ai fait la proposition du dispositif au DRH de l'AP-HP et il m'a demandé donc d'écrire un projet. Je lui ai demandé de pouvoir commencer d'abord la formation de médiation pour avoir plus de matière pour écrire le projet. Je lui ai proposé d'avoir, pas la première année, mais au bout de 3-4 ans, 9 médiateurs internes qui sont missionnés à hauteur de 20% de leur temps de travail. Et moi, jusqu'à il y a un mois, j'étais à 50% et maintenant, je suis à 100%.
En premier lieu, je l'ai inscrit dans le programme annuel de prévention des risques professionnels, le PAPRIPACT, en 2018. Et puis ensuite, je l'ai présenté en CHSCT central. J'ai été nommée par le directeur général, M. Hirsch, et sur ma proposition, les médiateurs ont été nommés par le DRH de la PHP. Au niveau de la communication, il y a eu une note envoyée à l'ensemble des directeurs de groupes hospitaliers universitaires. J'ai rédigé une plaquette que j'ai transmise à un certain nombre de contacts d'encadrement. J'interviens auprès de l'Institut de formation des cadres. J'interviens en formation continue sur une formation sur les comportements hostiles. Et j'ai 3/4 d'heure pour présenter le dispositif. En fait, on a deux axes pour arriver à avoir une médiation. Il y a tous les prescripteurs, c'est-à-dire tout agent peut nous saisir. Et puis, il y a le commanditaire. Le commanditaire, c'est donc le N+1 ou le N+2 ou le N+3. On fait un point avec le commanditaire. À partir du moment où j'ai vérifié que l'outil de médiation pouvait répondre à la situation, je nomme des médiateurs, deux puisqu'on fait de la comédiation. C'est des médiations qui sont entre 15 et 30 personnes, hein, donc ça fait beaucoup, hein, mais on a bien le processus avec les entretiens individuels, on peut avoir des médiations interprofessionnelles et ensuite on a la réunion de médiation collective. Merci Sandrine de cette petite interview. Donc, je m'appelle Christine Chavenon, je suis responsable de la qualité des conditions de travail, de la qualité de vie au travail au Conseil départemental du Puy-de-Dôme. J'ai en charge tout ce qui a trait aux risques psychosociaux et également à tout ce qui a trait à la qualité des relations au travail. C'est ce qu'on appelle le mieux-être au travail. Et j'ai cette fonction depuis 2014. Donc, en fait, pourquoi la qualité des relations au travail alors que les risques psychosociaux sont censés traiter les difficultés au travail? Effectivement, les risques psychosociaux traitent des facteurs psychosociaux, c'est les interactions entre différents métiers, différentes personnes qui exercent leur métier, dans le cadre d'une organisation de travail et où les facteurs psychosociaux sont mis en œuvre selon le type d'organisation de travail. Par exemple, la répartition de la charge de travail, l'autonomie au travail avec ses marges de manœuvre, les exigences émotionnelles, la justice, l'équité de traitement de chacun des salariés. Donc, effectivement, ces facteurs psychosociaux sont augmentés ou diminués en fonction des ressentis des personnes. Mais je me suis rendu compte que les difficultés relationnelles au travail et que la dégradation des relations au travail n'étaient pas traitées en tant que telles dans une organisation de travail. C'est pour ça qu'une fois avoir déployé le dispositif de repérage des facteurs psychosociaux, eh bien, je me suis rendu compte que, en fait, les relations dégradées n'étaient jamais traitées, ou si elles l'étaient, c'était partiellement et de manière indirecte via les risques psychosociaux. C'est pour cette raison que je suis allée chercher la médiation professionnelle pour faire comme nous, les préventeurs, nous disons dans notre prévention, le médiateur, il est là pour éteindre le feu entre deux personnes lorsqu'il y a une dégradation prononcée dans leur relation de travail. Mais j'ai également pu mettre à disposition en prévention secondaire, ce qu'on appelle comme ça pour nous les préventeurs, eh bien c'est les formations qualité relationnelle au travail. C'est de donner l'ensemble des outils de la qualité relationnelle qui est nécessaire pour un travail, une entente au travail. Et peu importe qu'on exerce des métiers différents, peu importe l'organisation du travail, si on a des bonnes relations au travail, on va arriver à mieux travailler ensemble et à contourner les difficultés de l'organisation du travail. Ça ne veut pas dire que les risques psychosociaux ne doivent pas être traités, mais que la base, c'est bien de traiter la qualité des relations au travail, puis ensuite les risques psychosociaux et la technicité de l'organisation du travail. Dans les équipes pluridisciplinaires qui s'occupent de la qualité de vie au travail, on retrouve systématiquement les médecins du travail,
dans la fonction publique les médecins de prévention, les assistants sociaux, les psychologues du travail, les psychosociologues, les ergonomes, et à aucun moment on ne trouve des médiateurs. Or, depuis que moi, au sein de ma collectivité qui représente 2700 agents, j'ai mis en place la médiation professionnelle, je fais partie toujours de cette équipe pluridisciplinaire et j'ai de plus en plus de mes collègues dont je viens de citer les métiers qui font appel à la médiation professionnelle parce que traiter une relation dégradée par le prisme de la psychologie du travail, eh bien, c'est donner un médicament pour une pathologie qui ne relève pas de ce médicament. La relation doit être traitée avec des spécialistes de la relation, tout comme les aspects psychologiques et psychosociologiques doivent être traités par les spécialistes de cette dimension-là. J'ai mis en place le dispositif du médiateur professionnel interne à la collectivité. Et puis, depuis l'année dernière, il y a un second médiateur parce que on a pu constater à la DRH les avancées bénéfiques qu'il y avait à traiter des relations dégradées au travail. Le médecin de prévention reçoit un agent qui lui dit ne plus dormir, prendre des cachets et des tranquillisants parce que il est en relation difficile avec ses collègues. Donc on en parle en réunion pluridisciplinaire et puis en parlant en réunion pluridisciplinaire, eh bien, au vu des descriptifs du salarié vis-à-vis du médecin du travail, eh bien, une enquête RPS est dirigée dans ce service. On se rend compte qu'effectivement, il y a des difficultés organisationnelles qui sont bien présentes, notamment un chef de service qui ne donne pas suffisamment de marge de manœuvre et d'autonomie au travail à plusieurs de ses salariés, et que du coup, cette marge de manœuvre n'étant pas suffisante, eh bien, ils en arrivent à rivaliser et à mal organiser leur travail et à s'en vouloir. Et puis, une fois que les préconisations d'organisation du travail sont mises en œuvre et que la part de marge de manœuvre est redonnée à chaque agent, eh bien, on se rend compte que la relation reste dégradée. Si bien que, dans un second temps, je fais intervenir la médiation professionnelle et en tant que médiateur interne, eh bien, j'arrive à faire en sorte que les deux protagonistes trouvent leur manière de mieux travailler ensemble, trouvent une issue à leur relation dégradée, et là, tout est reparti correctement. Il n'y aurait pas eu cette intervention du médiateur, eh bien, effectivement, l'organisation du travail aurait été améliorée, mais les ressentis et les relations dégradées n'auraient pas été améliorés. Merci pour ces témoignages qui ont bien illustré en fait la diversité des possibilités d'application du dispositif de médiation professionnelle internalisée, quelle que soit la forme qu'il a pu prendre, et qu'il a pu prendre sur le plan signature de convention, mais de fait, c'est bien un médiateur référent, un référent qualité relationnelle qui est mis en place avec le réseau des médiateurs professionnels qui prend des aspects tout à fait communs pour tous ces dispositifs. Alors, ce qu'il y a de commun, c'est la première des choses, c'est donc, vous l'avez bien compris, c'est un référent qualité relationnelle, un médiateur professionnel, titulaire du certificat d'aptitude à la profession de médiateur, qui permet d'avoir les compétences et d'avoir aussi l'actualisation des compétences, parce qu'il va suivre évidemment tous les ateliers dont il est question dans une prochaine journée, dans une prochaine soirée, ces ateliers de renforcement des compétences des médiateurs professionnels pour qu'ils sachent mieux faire passer l'entente. Alors, dans ce dispositif, il y a la possibilité, donc pour le référent qualité relationnelle, de se faire repérer à la fois par les acteurs sociaux, hein, les représentants, les délégués du personnel, tous les représentants des salariés, l'employeur aussi, de pouvoir dire, mais, voilà, il y a une personne qui peut aider les autres lorsqu'il y a une difficulté dans les relations. Il y a une charte d'indépendance qui permet aussi de renforcer l'idée de la démarche éthique de ce dispositif. Alors, il y a aussi dans ce dispositif, il y a plusieurs éléments.
il y a l'accompagnement pédagogique, il y a les interventions donc de formation en qualité relationnelle, en présentiel, en distanciel, avec le e-learning qui permet d'outiller également la culture de l'entreprise, hein, parce que c'est à partir du moment où une entreprise intègre ce genre de dispositif, ben c'est plus une entreprise qui est dirigée d'une seule manière hiérarchique. Elle a un management contributif à la qualité relationnelle et à l'entente sociale. Ça, c'est un aspect important. Donc, pédagogie, intervention interne et également, troisième type d'intervention, eh bien, c'est celle à des médiateurs externes lorsque le médiateur interne ne peut pas intervenir. Donc, c'est un dispositif dont vous retrouvez les principales traces dans le livre que j'ai coécrit avec Fabien Héon et Henri Sandros-Millat, donc pratique de l'ingénierie relationnelle chez le meilleur éditeur de la planète, hein, ESF Éditeur. En effet, alors ce qu'on pourrait dire aussi sur le DMPI, donc le dispositif de médiation professionnelle interne, c'est que c'est un dispositif de promotion de la qualité relationnelle. Ça n'est pas un cadre figé. Donc tu parlais, Jean-Louis, par exemple, de résolution de conflits. Alors on a aussi abordé la question du management contributif. Le médiateur internalisé, il va intervenir sur un ensemble de situations qui ne sont pas forcément des situations de conflit, qui sont aussi l'accompagnement des changements, des transformations de l'entreprise. C'est l'accompagnement des managers aussi dans leur mobilité, la prise de poste, dans l'animation d'équipe. C'est intervenir, par exemple, sur des situations très spécifiques d'une personne qui revient d'un long arrêt maladie, par exemple. Toute l'activité de formation également. Donc, c'est un acteur qui est polyvalent, qui va promouvoir la qualité des relations dans différentes directions. Même jusqu'au recrutement. Il faut voir qu'il accompagne à la fois le recrutement et parfois il accompagne aussi des départs. Tout à fait, oui. Et peut-être plus des départs qui peuvent être parfois tendus, plus que les recrutements. Et effectivement, il y a des situations de départ qui sont problématiques, qu'il faut accompagner. Alors c'est vrai que le médiateur internalisé a une fonction un petit peu particulière qu'il met à distance, de toutes les personnes dans l'entreprise. Et notamment, il y a un premier élément de distance, c'est son indépendance. Donc il est indépendant de la direction, des managers. Alors c'est une indépendance qui peut être garantie de différentes manières. La première, c'est dans la charte. Donc, ce qu'on préconise lors de la mise en place d'un DMPI, c'est que la direction s'engage par contrat, donc s'engage dans la signature de la charte, à protéger ce salarié, même s'il n'est pas salarié protégé au sens du droit du travail, mais s'engage à ne pas le licencier pendant son mandat et pendant X années à l'issue de son mandat. Il y a un deuxième élément aussi qui est important, c'est que pour que le médiateur interne puisse conserver son indépendance, il faut qu'il soit associé à la CPMN, qu'il participe déjà à la poursuite de sa formation continue, et puis qu'il puisse aussi s'adosser à un réseau de médiateurs professionnels qui sont susceptibles d'intervenir s'il était en difficulté ou s'il connaît les personnes auprès desquelles il va intervenir. Et puis le troisième élément aussi qu'on pourrait clarifier, c'est que le médiateur professionnel, qu'il soit interne ou pas, il met en œuvre des processus, une ingénierie, des outils, des techniques qui sont très précises. Et donc, qui le mettent totalement à l'abri de toute forme de partialité, de non-neutralité ou d'indépendance. Donc, c'est une garantie de performance de son intervention. Alors, le point qui resterait peut-être à traiter, c'est le fait que les salariés puissent avoir confiance dans ce dispositif. Et donc, pour ça, il faut que les salariés sachent, que les autres personnes de l'entreprise sachent de quoi il s'agit. Donc, il y a un travail de communication aussi à faire pour permettre à tout le monde de savoir ce que c'est l'ingénierie relationnelle et ce que c'est la médiation professionnelle, de manière à créer de la confiance dans le dispositif. Bon, Fabien, on a passé encore une fois
une bonne soirée et j'espère bien que tous nos auditeurs et spectateurs ont passé aussi une bonne soirée. On va vous souhaiter un bon repas en famille ou entre amis. Et donc, revenez demain à la même heure parce que c'est une semaine et ce n'est que le début d'un grand projet comme un projet d'entreprise que nous conduisons ici, un projet social aussi, un projet de transmission, d'échange, de dialogue. Et on remercie toutes les personnes qui chattent, qui discutent, qui échangent. Et donc, Fabien, c'était une petite contribution encore une fois, et puis on va se revoir dans d'autres soirées là, sur cette semaine. Et oui, c'était une excellente soirée. Ouais. J'invite tous nos auditeurs à revenir, découvrir de nouvelles choses, puisque c'est une matière en permanente évolution. C'est une profession en cours de création. Alors, on s'est donné un siècle pour la mettre en place, mais on voit que les choses avancent quand même assez vite. Donc, on a commencé par une décennie, on a fait 2015-2025, et puis après on s'est dit, en fait, il faudra peut-être envisager de faire le siècle de l'entente, voilà. Comme il y a eu le siècle des Lumières, pourquoi pas le siècle des personnes qui veulent s'entendre sur la planète, oui. Et pas seulement l'éclairer à la bougie, mais on a d'autres énergies aujourd'hui, et donc une contribution plus large portée sur la communication. Donc, merci à tous. Merci Fabien. Merci à chacun. Merci à chacune. Bon appétit. Et en attendant, juste avant de partir, je vais passer la parole à Annie. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à vous.